intéresser les investisseurs américains qui désirent investir dans plusieurs domaines, notamment dans le mine. Ce lundi 24 février 2020, une délégation de Alpha Holdings était chez la vice-ministre de Mines, Denise Lupeto-Chilumbai, pour lui proposer l'offre des investisseurs américains qui veulent investir dans le secteur de l'énergie, dans les zones minières, pour aider ces secteurs à résoudre le déficit de l'énergie que les entreprises minières connaissent. Il propose également des projets qui intéressent les populations qui vivent dans les zones minières. Madame la vice-ministre s'est montrée capable, surtout que le projet correspond à la vision du chef de l'État, qui est assez ouvert pour ramener le maximum d'investisseurs de manière à créer de l'emploi et de la sécurité pour la population, notamment la sécurité sanitaire. Surtout l'un des projets vus par nos partenaires est de pouvoir aussi implémenter le secteur sanitaire, notamment pour les populations locales environnant le projet minier. Et elle s'est déclarée ouverte et prête à collaborer et elle nous a demandé de revenir à n'importe quel moment. Car ce qui contribue au bien-être de la population congolaise et qui correspond à la vision du chef de l'État, elle ne peut qu'être favorable. Elle va nous accompagner, nous appuyer. Outre le mine, Alpha Holdings compte également à amener les investisseurs qui évoluent dans les secteurs du café et autres. Covid-19, connu sous le nom coronavirus. Cette maladie qui tue et qui fait rage ces derniers temps à travers quelques pays du monde. Un point de presse a été organisé par l'ambassadeur de Chine à Kinshasa. Jusqu'au 23 février, on a recensé au total 416 nouveaux cas, ce qui signifie une baisse significative par rapport aux jours précédents. Donc cette baisse du nouveau cas, c'est-à-dire la baisse du nouveau cas de confirmation, se présente à la fois, s'observe à la fois dans la province du Hubei, l'épicentre de l'épidémie, mais aussi dans les autres provinces chinoises. On peut dire que dans les autres provinces chinoises, la situation est encore plus embarrassante, puisque jusqu'à aujourd'hui, on constate qu'il y a 24 provinces et municipalités qui ont recensé des 0 cas depuis au moins un jour. Par exemple, vous voyez, regardez l'écran. En haut, c'est la région autonome du Tibet qui a constaté depuis 25 jours 0 cas de contamination. Et le dernier, c'est le Shanghai, qui a constaté depuis un jour 0 cas de contamination. Donc on voit le nombre des provinces et des municipalités qui ne connaissent plus de contamination augmente du jour en jour. C'est dans cette situation très encourageante. C'est-à-dire qu'au dehors de la province du Hubei, la situation est en train d'être maîtrisée. Quelle est la différence de ces deux concepts, budget et prévisionnel, et le plan des trésoreries? Je ne vous en dis pas plus. La réponse avec notre confrère Cédric Kenina. Le budget, un document annuel qui fait état des dépenses et recettes prévisionnelles planifiées pour l'exercice à venir, soutient l'élu de Bongandanga Élisée Bokumwana Mapuso. Et dans la pratique, son exécution requiert plusieurs étapes, parmi lesquelles la programmation des consommations de l'année et les investissements de politiques publiques prioritaires, ce qui n'est pas à confondre avec le plan de trésorerie qui est en soi un tableau prévisionnel à court terme qui a pour objectif l'identification des entrées et des décaissements. Pour ce député national, la loi des finances ne peut pas être évaluée par les gouvernements de la République à travers un instrument de gestion budgétaire tel que le plan de trésorerie élaboré, il faut le souligner, pour un délai déterminé. Ces documents doivent être conçus au regard des assignations budgétaires des services mobilisateurs des recettes et les mesures d'encadrement sont mises en place par le ministère du Budget et des Finances, propos de ces députés nationaux, membres de la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement.
Les scoutismes, parlons-en dans ces journaux avec la célébration des 163e anniversaire de Lord Robert Baden-Powell, le créateur de ces mouvements de jeunesse au début du XXe siècle. Pour le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale-Tsongo, cette quinzaine scout constitue pour la Fédération des scouts un moyen d'œuvrer pour le bien-être des Congolais en organisant sur toute l'étendue du territoire national des activités de développement communautaire à l'instar de l'assainissement, de reboisement, des sports, des visites aux prisonniers, de l'assistance aux malades, des services aux hommes des vieillards. Billy Kambale-Tsongo a fait savoir aussi que la République démocratique du Congo a pris terrain en mars 2021, la journée africaine du scoutisme et le 9e forum africain des jeunes ainsi que la 18e conférence africaine du scoutisme en août 2021. Je remercie les dirigeants de cette fédération pour cette marque de reconnaissance et leur assure de la disponibilité de mon ministère à accompagner leur structure dans la réalisation des objectifs qu'elle s'est assignés. Je déclare ouverte la quinzaine août 2020 à la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le scoutisme en République démocratique du Congo et du monde entier. Formation des jeunes, cheval de bataille du ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, une réalité qui marque le point en imprimant dans la marche des jeunes la perspicacité, la vaillance, la détermination et le dévouement, comme le disait Baden-Powell, initiateur du mouvement scout. L'opération Kinshasa-Bopeto dans la commune de Matete reçoit l'appui de forces vives. Sur le terrain, le bourgmestre adjoint s'est fait accompagner de quelques structures partenaires pour accomplir son devoir. Cédric Enina. La commune de Matete doit figurer en tête de peloton de municipalité assainie. Les pouvoirs publics font les premiers pas, mouvements associatifs et particuliers suivent pour maintenir l'élan en vue de garantir la continuité de l'opération Kinbopeto qui de plus en plus fait partie de l'ADN des Quinoises et Quinois. Les bourgmestres adjoints de Matete s'est joint à la sensibilisation des jeunes de cette municipalité initiée par celui que d'aucuns appellent ici les PDG et Dox Dieka. Le travail qui s'est fait aujourd'hui doit être pérennisé après le passage de nos amis. Certes, l'idée du gouverneur de la ville de Kinshasa qui prêche jour et nuit l'assainissement de la ville de Kinshasa, et cette idée doit être pérennisée, c'est là en commençant par les quartiers pour atteindre l'ensemble de la commune. Une initiative qui doit être portée par tous. L'opération d'assainissement de la commune de Bongafula s'est poursuivie ce week-end par l'évacuation des immondices et le curage des caniveaux. Serge Mata nous en parle. Rien ne semble donc arrêter leur détermination. Pour cette fois, avec toute son équipe d'assainissement, d'un bout à l'autre, des quartiers Cité Verte jusqu'au quartier Matadi Kibala, l'autorité municipale de Mongafula, Trifon Robin Monkwavampam, a procédé au débouchage et curage des caniveaux, ainsi qu'à l'évacuation des immondices. À cela s'ajoute la sensibilisation des habitants de ce coin de la capitale à l'appropriation de l'initiative de l'autorité urbaine. Cette activité visait à faciliter le passage des eaux de pluie et isées, ainsi que prévenir des cas d'inondation. Plusieurs jeunes de la dite municipalité ont pris également part à cette opération. Nous avions trouvé qu'ici c'était terrible, il y avait l'insalubrité qui a vraiment gagné l'endroit, alors nous nous sommes dit non, il ne faut pas que ça soit comme ça. Ça c'est un avant-goût pour annoncer ce qui se fera demain. Les bourgmestres de cette entité administrative s'est ensuite rendu sur l'avenue Louis-là, là où des têtes d'érosion ne cessent de progresser. Plus spécifiquement, où plusieurs corps sans vie ont été découverts sous les décombres suite à un éboulement provoqué par les pluies diluviennes l'année dernière. Dès là, des véhicules chargés de ramassage de sachets quotidiens se sont succédés sur les sites érosifs pour y déverser les ordures collectées dans cette érosion. Une opération exécutée à la grande satisfaction de la population, ce dans les cadres de la lutte anti-érosive. Ces ordures-là vont nous aider
à récupérer la mission française, la grande route qui partait de l'armée jusqu'à Kimoindra. Et cette route n'existe plus à cause des érosions. Et notre objectif c'est quoi? Après ça, nous allons jeter le sable pour pouvoir récupérer cet endroit qui a été... Face à ce succès, les anciens occupants de ces sites ont commencé à revenir, tout en souhaitant voir concrétiser l'intervention de l'autorité municipale dans la finalisation de cette opération. Le ministre de l'Industrie est de retour dans la capitale après son séjour dans les Tanganyika. Sur place, Julien Paluku a visité les installations de la savonnerie Thiès pour se rendre compte des conditions de travail. Eric Kabamba pour les reportages. Une unité industrielle spécialisée dans la fabrication des savons vient d'être installée à Kalemi dans la province de Tanganyika. Tiex, cette savonnerie a la capacité de produire plus de 1300 pièces de savon par heure. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, qui tient à accompagner toutes les initiatives économiques locales, a visité minutieusement les installations de cette industrie. Entrepôts, machines, rien et alors rien n'a échappé au regard vigilant du patron de l'industrie qui tenait à se rendre compte des conditions de travail. Après avoir reçu toutes les explications de la production industrielle de ces savons, Julien Paluku s'est dit émerveillé par la qualité des machines qu'utilise cette savonnerie que dirige un Congolais. Je suis venu par ma visite soutenir cette entreprise locale ici à Kalemi. C'est contre toute attente que du fin fond du territoire national et des initiatives locales. J'ai compris que l'opérateur a lui-même compris que dans la région, du côté de Congolo, on cultive du palmier. Voilà pourquoi il a programmé installer une unité ici qui prend en charge l'utilisation de cette huile de palme, les transformer en savon et permettre que la population accède à ces matières-là au lieu de recevoir et de consommer les importations qui nous viennent des pays voisins. Si partout à travers les pays, on va installer de telles unités de production, ça va procurer autant d'emplois, ça va créer des richesses et ça va chasser progressivement la pauvreté. Le ministre de l'Industrie a appelé la population de ces coins de consommer massivement ces savons pour promouvoir ces produits locaux. Au total, 475 familles des sinistrés de Djokopunda nous sont bien dans les Kasaï Chikapa. Ces derniers viennent de bénéficier d'une assistance humanitaire de la part du Haut Commissariat de réfugiés des Nations Unies. 70 ménages sinistrés qui passaient la nuit à la Belle Étoile à la suite d'une forte pluie diluvienne accompagnée d'un ouragan qui s'est abattu à la cité de Djokopunda vendredi 22 novembre 2019 bénéficient ce jour d'une assistance humanitaire du Haut Commissariat pour le réfugié bureau de Chikapa. La délégation de HCR qui est descendue sur place en Djokopunda afin de venir en aide aux sinistrés a été conduite par Pascal Maboucho, ministre provincial en charge des actions humanitaires, qui a remis d'une manière symbolique 3 bâches, des couvertures et une enveloppe consistante à usage multiple aux ménages sinistrés. Quelqu'un qui a passé nuit sans toutefois rêver se retrouve ce matin avec des bâches parce qu'il y a des maisons sans toiture, avec des couvertures pour lutter contre les intempéries, contre le froid. Nous saisissons la balle au bout pour remercier les agences du système des Nations Unies pour l'appui au gouvernement provincial. Le ménage bénéficiaire de cette aide humanitaire de HCR n'ont eu que de mots justes pour dire merci à HCR. Pour sa part, M. Barry Alpha Omar, chef de bureau HCR Chikapa, n'a pas caché sa joie par rapport à l'accueil réservé à l'équipe de HCR par la population de Djokopunda. J'étais très émerveillé et très touché parce que j'ai senti une lueur d'espoir dans les yeux des bénéficiaires. J'ai senti que les bénéficiaires sont très satisfaits. Lancement ce lundi dans les Haut-Katanga des travaux des assises provinciales sur le climat des affaires. Venu des 13 provinces sur les 26 que compte la RDC, on part aux assises provinciales sur le climat des affaires et la première session du dialogue public-privé. Parmi eux, les opérateurs économiques, les décideurs politiques, les membres de la société civile, les mandataires publics, les secteurs privés et les experts du gouvernement qui vont pendant 3 jours réfléchir sur les thèmes la RDC pour un climat des affaires assaini en faveur des investissements durables en province. Il s'agira au cours de ces assises de réfléchir profondément
sur la réorganisation et la consolidation du dialogue public-privé dans le but de préparer la table ronde sur le climat des affaires annoncée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce mot de bienvenue aux participants, le DG de l'ANAPI, Anthony Kinzo Kamole, a déclaré que la grande impulsion de l'économie nationale proviendra des provinces. Tandis que le vice-président de la FEC, Simon Toumakou, a souhaité voir les recommandations de ces assises être appliquées et transformées en réforme. Viendra ensuite le mot d'ouverture des travaux lu par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimba. Plein succès au président des assises. Je déclare ouvertes les assises provinciales sur le climat des affaires et je reste. Aussitôt après, débuteront les travaux proprement dits avec le premier panel de gouverneurs et vice-gouverneurs. Tour à tour, Atou Matubwana du Congo central, Nero Mbungu de la ville-province de Kinshasa, Ngwa Bidje du Sud Kivu, Jean-Claude Kanfoua du Haut-Katanga et Moni Samba du Tanganyika ont tablé sur les réalisations, perspectives et contraintes du climat des affaires dans leurs provinces respectives. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements avec le soutien financier de la Banque mondiale à travers le projet de développement des pôles de croissance ouest, PDPC, ces assises de Lubumbashi se poursuivent jusqu'au mercredi 26 février prochain. Une messe d'action des grâces a été célébrée par le cardinal Ambongo dans le Kwilu pour les 50 ans des Sœurs Marie. Notre satisfaction, notre gratitude au peuple d'Idiofa pour l'accueil chaleureux et enthousiaste que nous avons rencontré pendant les séjours que nous avons passés ici. Cet enthousiasme signifie que nous avons été accueillis par un peuple qui a la foi, qui a identifié en nous le messager du Seigneur. En nous accueillant, en fait, le peuple d'Idiofa n'a fait qu'accueillir Dieu lui-même. Et c'est la réponse que le Seigneur réserve à tous ceux qui auront donné un verre d'eau au plus petit au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Évangile, comme il le disait, c'est à lui-même. Donc ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif, c'est que nous avons travaillé avec beaucoup d'assiduité, avec beaucoup de sérieux pour nous comme pasteurs, voir les conditions matérielles dans lesquelles le peuple vit et travaille, particulièrement les conditions de mobilité, c'est-à-dire les routes qui sont dans un état de délabrement tellement avancé. Comment on peut développer l'économie en pareil contexte? En plus, nous l'avons dit dans notre message, beaucoup de tracasseries sur la route Kinshasa jusqu'ici à Idiofa. Nous avons compté plus de 20 barrières. Comment est-ce qu'on peut développer les provinces si partout il y a des tracasseries policières? Parlons de la télévision nationale congolaise dans la province de Lomami où le gouverneur a eu une séance de travail avec le nouveau directeur. Par ailleurs, ce dernier a conféré également à son tour avec les agents et cadres de la RTNC. Le nouveau patron de la radio-télévision nationale congolaise, direction provinciale de Lomami, a été reçu en audience par le gouverneur de province, Sylvain Lubamba Mayombo, ce vendredi 21 février 2020, en présence du ministre provincial de la communication et médias, Jean-Hilaire Kazadi Moutambaï. Dans la suite de Jean-Patrice Ilunga Lubumbula, donnant la présence de Jean-Samuel Kalengango Ibinfoum, le chargé de l'audiovisuel, et de Jean-Marie Moulumba Chamala, le chargé de la maintenance. Le chef de l'exécutif provincial a prodigué des sages conseils au nouveau directeur, tout en lui promettant un soutien et une sécurité dans l'exécution de ses tâches. Jean-Patrice Ilunga Lubumbula a été reçu également par le vice-gouverneur de province, Edouard Moulumba Moudandambou, qui à son tour a aussi rassuré l'attention du gouvernement provincial aux activités de la chaîne mère à travers toute l'étendue de la province de Lomami. Signalons que c'est sur base de l'alerte RTNC DG-NDK 4144 signée par le directeur général de la RTNC Ernest Kabila Ilunga du 12 décembre 2019 que Jean-Patrice
Patrice Ilunga Lubumbula remplace à ce poste Feu Moulomba Moumonamalou Tende Gabriel, décédé le 18 février 2019 à Kinshasa en mission de service. Le nouveau directeur provincial de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale de Lomami, a tenu une réunion de prise de contact ce samedi 22 février 2020. Le directeur provincial Patrice Ilunga Lubumbula a présidé une réunion de prise de contact avec tous les personnels de la radio-télévision nationale congolaise, station provinciale de Lomami. 4 points étaient à l'ordre du jour, à savoir les mots du DPAI sortant, Jean Samuel Kalingango Binefou, la présentation des agents, les mots du nouveau directeur provincial Patrice Ilunga Lubumbula et la visite des installations radio-télévision congolaise de Kabinda. Dans son allocution, le directeur provincial Patrice Ilunga Lubumbula a d'abord remercié Dieu pour son élévation à ses grades et a demandé aux agents de travailler avec sérénité, la transparence, la collaboration et l'amour pour le bien et l'honneur de la province de Lomami. Préserver la dignité humaine des personnes vivant avec handicap, tel est le but de la rencontre entre les théologiens et les responsables de quelques églises de la capitale. La réflexion théologique sur le handicap en République démocratique du Congo, thème au centre du forum organisé en collaboration avec l'église du Congo ECC qui fournit un espace pour rassembler un groupe diversifié de théologiens, des responsables d'église et praticiens du développement afin de réfléchir à la manière dont la Bible paie et doit façonner notre engagement dans la réduction de la pauvreté et la transformation de la communauté. Le deuxième vice-président de l'ECC, Monseigneur Milengue, explique la volonté de préserver la dignité humaine par son église. L'église Christ au Congo observe l'intégration des personnes vivant avec handicap dans la vie sociale, économique et religieuse comme une question existentielle. David McAllister propose la nécessité d'intégration raciale par la théologie de l'handicap soutenue pour mettre fin à l'approche ségrégationniste. Le représentant de la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et vulnérables évoque les aspects liés à la vision du nouveau leadership national dans ces jeunes ministères. Le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap a pour mission d'amener chaque individu vivant avec handicap à trouver sa place dans la société congolaise, à être autonome et à participer pleinement comme tout citoyen au bien-être communautaire pour l'émergence d'un Congo nouveau où il y fait beau vivre. Ce forum jette des jalons devant fournir des perspectives théologiques sur la façon dont l'Église devrait agir face aux personnes vivant avec handicap. Et la vision Tshisekedi pour le développement VITD a célébré ce samedi dernier son premier anniversaire, une occasion pour cette structure d'évaluer les actions menées. Une vision des grands hommes d'État, des hommes d'exception qui ont incarné l'évolution de l'humanité, c'est ce que porte le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi pour la RDC. En dehors de sa famille politique, certaines structures à vocation citoyenne s'engagent également à soutenir cette approche, le cas de la vision Tshisekedi pour le développement qui totalise une année d'existence. Pour évaluer les actions posées, ces structures s'est appuyée sur le rôle combien essentiel de la femme et de la jeunesse dans le développement de la société. Son coordonnateur en fait l'économie. Aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la femme et la jeunesse. Nous avons demandé aux dirigeants de s'occuper de la femme, d'aider nos jeunes filles, nos jeunes garçons à aller suivre des formations. Par exemple, l'ordre de VITD, nous l'avons placé sous les signes de la femme, du progrès de la femme, de l'émancipation de la femme et de la jeunesse. VITD restera toujours debout pour aider le chef de l'État, aider le gouvernement à accomplir sa tâche. Il faut souligner la présence à cette activité de plusieurs autorités politico-administratives, parmi lesquelles la ministre de l'économie nationale, Acacia Bantumbola, et du conseiller du chef de l'État au collège diplomatique, Christian Bouchiré. La population de la commune d'Engaba appelée à adhérer massivement à l'Union pour la nation congolaise. C'était au cours de l'inauguration de ces nouveaux sièges dans cette partie de la capitale.
Donner le pouvoir à tous les niveaux et les conserver le plus longtemps possible, c'est la mission que s'est assignée l'Union pour la nation congolaise, INC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État. Année 2020, année de l'action, produit déjà des bons fruits à l'INC par l'inauguration du nouveau siège de l'INC Ngaba par le président fédéral section Ngaba, M. Gabi Mabengi. Dans son allocution, il a félicité le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la gratuité effective de l'enseignement de base sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons double objectif aujourd'hui. C'est d'abord l'inauguration des nouveaux sièges que nous venons d'acquérir. C'est un cadre pour l'activité du parti dans la commune de Ngaba, dans la municipalité de Ngaba. Et puis, nous avons profité de l'occasion pour échanger le vœu entre les membres du parti de la fédération. Donc nous sommes très fiers, nous sommes très contents. Vous avez vu comment la population, les militantes et militants ont été mobilisés pour cette cause. De soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son directeur de cabinet. Donc nous avons appelé la population de Ngaba à soutenir la gratuité de l'enseignement. Monsieur Mabengi Gabi a invité les militantes et militants, la population de la commune de Ngaba à soutenir cette coalition pour un avenir meilleur de la République démocratique du Congo. Avant de procéder à la remise de chaises et autres fournitures du bureau, Gabi Mabengi a invité la population de Ngaba à adhérer massivement à l'Union pour la nation congolaise pour accompagner la vision de l'autorité morale Vital Kamerhe. Commémoration de l'an 1 du décès du patriarche Antoine Gizenga. Tout s'est déroulé à Kikwit sous la houlette du secrétaire général du parti. La ville de Kikwit a été choisie par le bureau politique du parti lumumbiste unifié Palou pour la commémoration de l'an 1 du décès du patriarche Antoine Gizenga. C'est lui même qui, pendant plus de 50 ans, a dirigé de main de maître cette formation politique de mars. Ce choix se justifie par le fait que Kikwit est l'un des bastions de l'idéologie nationaliste lumumbiste. Le samedi 22 février 2020, tout a commencé par une marche gigantesque sur le boulevard principal de Kikwit, sous la conduite du secrétaire général et chef du parti, Gizenga Lugi. Point de suite, la tribune du camp Simba, où le secrétaire général a présidé le meeting. L'occasion pour Gizenga Lugi de donner des orientations nouvelles quant à la marche du parti, ce en présence de plusieurs officiels, notamment le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Mazenga Mukanzu, des députés et sénateurs. Pour rappel, le Congo aujourd'hui est gouverné par une coalition politique dénommée KHFCC. Si le Palou a une certaine responsabilité dans la réussite de la nouvelle majorité, c'est parce qu'il est de tous les partis politiques congolais celui qui a la plus grande expérience de gouverner dans une majorité. Pour rappel, Antoine Gizenga est décédé le 24 février 2019 à la clinique médicale de Kinshasa à l'âge de 94 ans. Et comme annoncé tout au début de ce journal, une nouvelle bibliothèque publique dénommée Carrefour Congo Culture vient de voir le jour dans la capitale. Et ce nouvel édifice a pour but de contribuer au développement personnel des Congolais en général et les Kinois en particulier. C'est parti avec Serge Mata. Dans une ambiance conviviale que les amoureux de la lecture, élèves, étudiants, chercheurs et autres personnalités politiques, entre autres les vice-ministres à la coopération internationale Valérie Mukasa Mwanabouté et celui des sous-hydrauliques et électricité Papi Pungu, occupé par l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque publique des Carrefour Congo Culture, située à l'espace HK à Binza Pigeon. Grâce à sa collection enrichie, la nouvelle bibliothèque offre aux élèves, étudiants et autres chercheurs des outils qui développent la réflexion critique, l'information ainsi que les plaisirs de lire, ce avec des locaux répondant aux normes d'accueil du public. Avec un espace de travail disposant de Wi-Fi gratuits et des ouvrages de tous les domaines dont ces rayons, dans son mode de circonstances, l'initiateur, la bibliothèque publique Carrefour Congo Culture, le procès Henri Mouvasakani, a prodigué des sages conseils et a encouragé l'assistance à la culture de la lecture. Question d'exceller dans tous les domaines de la vie. C'est pourquoi nous avons commencé aujourd'hui par une dictée.
Nous incitons donc à la lecture. Nous voulons que les gens lisent, qu'ils écrivent, qu'ils éparpillent leurs connaissances. C'est comme ça qu'une société peut se promouvoir. Sinon, la connaissance reste trop élitiste, ésotérique, et elle disparaît lorsque la classe qui la détient disparaît. Donc il faut l'étendre à une plus grande dimension de la société afin que, même si on se remplace les générations les unes après les autres, on transmet, et on transmet mieux à travers lui. Initiative qui a impacté des personnes de bonne volonté. Séduites, elles ont apporté chacune d'elles des ouvrages pour soutenir ces projets. Au cours de cette même activité, le professeur Henri Mouvasakani, dans sa casquette du directeur général du Centre d'intelligence stratégique et des relations internationales, a procédé également au lancement de la 19e édition du tournoi interscolaire des jeux d'échecs. Le but recherché étant de donner aussi le goût du jeu d'échecs aux plus jeunes. Il aura le réel plaisir de rester avec vous à 20h, Louis et Joël Lungenza, et à 22h, Joël Makila. Merci à Iverson Kababa pour le concours rédactionnel. Merci également à vous pour votre confiance et votre fidélité. Excellente soirée sur la RNC. Au revoir.